Salut les amis, bonjour à tous. Nouveau format, voilà, on change aujourd'hui, on change. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est le VSD. Alors, ce sera pas un magazine à sensation, ça sera juste l'actualité, le récap de l'actualité sportive du week-end, vendredi, samedi, dimanche, vous l'aurez compris dans le titre. Un programme chargé, un programme évidemment marqué par le début de l'Euro en foot, la Copa América aussi, les Sud-Américains ont lancé leur version de l'Euro continental hier soir. On va en parler rapidement. Évidemment, comment occulter la fin de Roland Garros, la quinzaine française qui a fermé ses portes sur un scénario magnifique, encore une fois, ce week-end. Et aussi, on va prendre des nouvelles de nos amis américains, puisqu'il y a eu de l'actualité, il y a eu de la NBA, un petit peu de NHL, donc le championnat nord-américain de hockey. Et on prendra des nouvelles de notre franco-suisse préféré, qui a encore mis le feu ce week-end, notre ami Romain Grosjean. Alors, c'est parti, on va commencer évidemment avec l'euro, coup de cœur oblige, le décor derrière l'oblige aussi. L'image forte du week-end, évidemment, vous avez sûrement vu les images, ça serait compliqué de passer à côté. C'est Christian Eriksen, le milieu de terrain danois, qui nous a fait, pour le coup, on va pas du tout se mentir, une méchante frayeur. Pour ceux qui ont vu le match, c'était, si je dis pas de bêtises, samedi soir, à 18h, 18h42, du coup, touche le long du côté gauche danois, aux abords de la surface adverse. Eriksen qui touche le ballon et qui tombe froidement sur le sol. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Pour les plus anciens, vous avez sûrement eu des vieux souvenirs de 2003 de l'accident cardiaque de Marc-Vivien Foé. Le temps s'est véritablement arrêté. J'ai discuté avec des amis qui étaient devant le match. Notre cœur d'humain, notre cœur de supporter s'est arrêté presque en même temps qu'Eriksen, sans mauvais jeu de mots. Les secondes ont paru des minutes, qui ensuite ont paru des heures, même si ça s'est passé sur un laps de temps assez court. On va pas faire d'envoyeurisme, on va pas regarder les images, elles ont circulé sur les différents médias. Les dernières nouvelles sont relativement bonnes. Christian Eriksen est sain et sauf, si on peut s'exprimer ainsi. On n'a pas les conséquences évidemment sur le long terme, mais il est en vie, c'est déjà presque un miracle au vu des secondes qui ont suivi sa chute. Où, je vais pas vous mentir, je parle à mon nom personnel, je ne m'avancerai pas pour les autres fans de foot qui étaient devant le match. Quand tu vois un joueur se faire masser, le défibrillateur sortir, t'es pas serein. Encore une fois, ça m'a rappelé vraiment en 2003 et malheureusement Marc-Vivien Foé. Donc on peut se féliciter déjà de l'incroyable réactivité des secours, l'exemplarité aussi du capitaine danois Simon Kjær qui a été un vrai capitaine au sens propre du terme. Il a su mettre son coéquipier dans les meilleures dispositions pour lui sauver la vie. On peut aussi saluer l'arbitre, Anthony Taylor, qui a su faire preuve de réactivité, qui a compris extrêmement rapidement la gravité de la situation. On ne va pas s'étendre outre mesure sur l'accident d'Eriksen. C'est malheureusement l'actualité la plus importante, du moins celle qui a semblé tenir l'actualité ce week-end. On peut se féliciter qu'il soit sain et sauf. Je mettrais juste personnellement un énorme bémol sur le comportement de l'UEFA. Alors, soi-disant que pour un magnifique conte de fées, ce serait les joueurs danois qui auraient eu Christian Eriksen, qui aurait demandé à ses coéquipiers, alors qu'il était à l'hôpital, il aurait demandé à ses coéquipiers de reprendre le match. Euh, Personnellement, je reste persuadé que ça, c'est une version conte de fées à la Disney qu'on veut nous faire croire, dans un élan d'héroïsme pur et dur. J'ai lu tout à l'heure une interview de Peter Schmeichel, donc légende de la sélection danoise et père de Kasper Schmeichel, l'actuel gardien danois, qui disait que la version la plus vraisemblable, ce serait que l'UEFA, pour des raisons money, 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 pour des raisons extrêmement financières, et aurait mis un petit coup de pression là-dedans en disant bah écoutez, maintenant que votre pote va mieux et qu'on sait qu'il est sorti d'affaires, on va reprendre le match, sinon c'est 3-0.
une défaite 3-0 sur tapis vert. Alors, évidemment, on n'aura peut-être jamais le fin mot de cette affaire. Vaut mieux peut-être pas d'ailleurs. On va essayer de se limiter à la version conte de fées où les Danois, dans un élan presque à la viking, je dirais, ont voulu croiser le fer avec leurs voisins, leurs presque voisins, du moins, finlandais, leurs voisins scandinaves, si on peut faire un raccourci géographique assez large. Voilà, donc évidemment, le match a repris. C'est peut-être pas la meilleure nouvelle pour les Danois d'un point de vue purement sportif parce qu'ils ont laissé passer des points précieux. Pour ceux qui étaient là pour la preview, je voyais les Danois arracher la deuxième place et là je pense qu'ils perdent des points dans la course à la qualif. Mais honnêtement, on s'en fout. Clairement, le sport est devenu secondaire sur ce match. Donc voilà, les Danois laissent passer des points assez sérieux. Dans l'autre match du groupe, les Belges ne se sont pas fait prier. Ils ont mis une petite tartine à la Russie. Ils ont été très convaincants, malgré l'absence de De Bruyne, malgré l'entrée tardive d'Eden Hazard, qui a montré un très très haut niveau de jeu, je trouve, pour les quelques minutes où il a joué. Donc dans le groupe B, tout reste à faire. Après, dans le groupe A, qui a commencé les hostilités, l'Italie qui nous a fait de l'Italie dans tout ce qu'elle a de plus habituel, c'est c'est juste monstrueux ce qu'ils ont réussi à faire. C'est voilà, c'est de la solidité, ça a été rigoureux. Ils ont bénéficié aussi d'une Turquie qui, je trouve, a été décevante dans son apport. Je m'attendais un petit peu mieux des Turcs quand je vois ce qu'ils avaient pu proposer contre la France. Je m'attendais à un niveau de jeu un peu plus solide, plus d'envie, plus de combativité. Là, l'Italie m'a rappelé l'Italie un peu des années 90, pas forcément flamboyante, mais dingue de maîtrise et de contrôle. Donc, félicitations à la squadra Azzurra qui a su négocier son entrée en matière à domicile. Dans l'autre match du groupe, la Suisse-Pays de Galles qui a eu lieu samedi à 15h. Je pense qu'en vrai, les Suisses, pour ceux qui ont vu le match, je pense que vous serez relativement d'accord avec moi. Les Suisses ont loupé le coche. Clairement, ils auraient pu faire bien mieux que ce qu'ils ont proposé. Ils ont été assez dominants sur les 70 premières minutes, portés par un Brel Mbolo, je trouve, qui a été impressionnant dans sa percussion. J'ai beaucoup apprécié aussi l'apport de Kevin Babou sur son côté droit. Mais malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser, ils n'ont pas su mettre le deuxième. La faute à un manque de réalisme. Un but aussi refusé sur un jeu de Gavranovic, qui était rentré à la place de Haris Seferovic, qui n'a rien montré, malheureusement, qui a été assez fantomatique. Donc du coup, ouais, c'est un petit peu dommage pour la Suisse qui s'est fait rattraper sur je crois, une des rares occasions du Pays de Galles sur un but de la tête de Kiefer Moore. Donc voilà, pareil, c'est des points bêtement perdus par la Suisse qui aurait pu bénéficier de la prestation assez faible de la Turquie. Dans le groupe C, par contre, les Pays-Bas se sont fait une belle frayeur. Ils gagnent 3-2 hier contre l'Ukraine. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis une belle bêtise. Je vous dis carrément une belle bêtise. Dans le groupe D, nos amis des Pays-Bas. Groupe C, c'était le groupe de l'Angleterre. L'Angleterre, pareil, qui a maîtrisé une équipe de la Croatie qui vieillit bien vite. La finale de 2018 semble bien loin. Les Croates, vraiment, vraiment transparents aussi. Manque d'envie. J'ai eu l'impression de voir une équipe vraiment en fin de cycle. Nul doute qu'ils se rebondir. C'était l'affiche principale du groupe. Ils seront sûrement proposés mieux. Je leur souhaite en tout cas parce que le niveau de jeu proposé face à l'Angleterre, qui s'est permis le luxe d'avoir un Harry Kane assez en difficulté, assez emprunté tout au long de la rencontre. Pareil, discret, je crois qu'il n'a même pas touché 30 ballons dans la rencontre. Donc quand tu te permets de battre le vice-champion du monde avec ton capitaine et les joueurs phares qui passent à côté, ça laisse augurer de bonnes choses pour les Free Lions. Dans l'autre match du groupe, l'Autriche a été solide face à la Macédoine du Nord, assez brillamment remporté 3-1, même s'ils ont fait la différence en fin de match. Petit plaisir de voir la Macédoine marquer son premier but malgré tout par l'intermédiaire de sa pure légende. On en a parlé dans la fan zone de vendredi, Doran Pandeyev qui a ouvert le compteur des Macédoniens pour revenir à un partout.
Malheureusement, ça a été un petit peu court pour aller chercher la victoire. Et en fin de match, ils ont craqué sur les buts des deux entrants, Gregoric et Marko Arnautovic. Dans le groupe D, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le deuxième match du groupe qui s'est déroulé à 15h parce que j'étais au boulot. Ça va être compliqué de passer à côté du missile par contre de Patrick Schick qui a envoyé une chiche géante du milieu de terrain, qui a envoyé 50 mètres dans la Lulu, enfin du moins sous la barre. Dans l'autre match du groupe, donc on en a j'en ai brièvement parlé tout à l'heure par erreur, nos amis hollandais qui ont joué à se faire peur, qui ont fait une spéciale hollandaise, c'est-à-dire un football tourné vers l'offensif assez séduisant, mais des belles petites largesses exposées au niveau défensif. À voir, à voir, à voir. Ils menaient 2-0, ils se sont fait rattraper à 2-2 sur un chef-d'œuvre de frappe enroulée de Yarmolenko et un but de Yaremchuk, si je ne dis pas de bêtises, ou Malinowski. Non, Yaremchuk. Et au final, ils gagnent 3-2 sur un but de Denzel Dumfries de la tête, qui avait vendangé une occasion un peu similaire en première mi-temps. Donc les Pays-Bas, bah, ça assure, ça assure pour l'instant la deuxième place parce qu'à la différence de but, les Tchèques sont devant, et vu qu'ils ont gagné 2-0 face à l'Écosse. J'ai pas eu le temps de voir le résumé du match, donc je m'avancerai pas sur le retour du match. J'ai juste eu le temps de voir le but de Patrick Schick, qui est assez monstrueux. À 18h, donc d'ici 30 minutes, l'entrée de Robert Lewandowski, de la Pologne, mais surtout de Robert, qui sera titulaire. Nul doute qu'il aura à cœur de prouver la solidité de la sélection polonaise. Et ce soir à 21h, l'Espagne qui commencera son tournoi en position de favori, à voir dans quelle forme, parce que bah, on a pu en parler vendredi aussi. Une préparation carrément tronquée par des cas de Covid qui leur ont pas permis de jouer leur deuxième match de préparation. À voir, clairement à voir dans quel état se présente la Roja. Et demain, demain on clôture la première salve avec Hongrie-Portugal à 18h, pas de match à 15h. Pour ceux qui travaillent l'après-midi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc 18h, Hongrie-Portugal, et à 21h, évidemment, le match avec un grand le France-Allemagne, 21h. Un petit débrief, évidemment. Je pense peut-être mercredi, si le temps nous le permet, de faire un petit débrief du match. Allez, les Bleus, évidemment. Du coup, ça, c'était le petit point au niveau des matchs. Au niveau des favoris, pour l'instant, il n'y a pas eu de véritable surprise. Pas vraiment de favoris qui se dégagent par une impressionnante maîtrise, si ce n'est peut-être les Italiens que j'ai trouvé assez solides. La Belgique aussi, par contre, vraiment solide. Encore une fois, j'insiste, ça a été un plaisir de voir Eden Hazard jouer, même si ça a été quelques minutes. Je trouve qu'il a fait une entrée assez percutante, des beaux appuis, des beaux changements. Werin qui nous dit fait trop chaud pour le foot à 15h. Vu le temps qu'il fait en ce moment, je suis même pas sûr que 18h ce soit un temps idéal pour jouer. Mais c'est vrai que la 15h, je pense que pour les organismes, selon où ça joue, ça risque d'être un petit peu chaud. C'est un mauvais jeu de mots, évidemment. Alors, petit point, on va basculer maintenant du côté de Paris pour cette quinzaine de Roland Garros qui s'est terminée sur un scénario assez dantesque. Alors, petit point cocorico, parce qu'on se moque souvent des tennismen français en disant qu'ils vont pas loin, ce sont les égéries officielles de la FFL. Bah, les Français ont gagné, alors ça a gagné chez les juniors, ça a aussi gagné sur la paire Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert chez les hommes. Sur le double mixte, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu le nom tout à l'heure, je ne vais pas vous mentir, le nom m'a échappé, c'est Joe Salisbury et Desiree Kraussik qui ont gagné au terme d'un super tie-break. On va avant de parler du tableau masculin, on est obligé de faire un petit point sur une joueuse qui a eu un samedi pas comme les autres. Vous, samedi, vous avez sûrement été faire vos courses, vous avez sûrement regardé le début l'Euro ou la finale dame de Roland Garros. Euh, alors elle, évidemment, quand je dis elle, je parle de Barbora Krejcikova. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, son nom vous aurait rien dit. Elle est arrivée à Roland Garros sans être forcément tête de série, si ce n'est qu'un statut d'excellente joueuse de double. Et Barbora Krejcikova, tchèque de son état, bah, samedi, elle a joué deux matchs. Bon, sûrement vous avez peut-être été faire un tennis avec des potes. Elle a joué deux matchs à Roland Garros, deux finales. En tant qu'à faire, au moins tu joues, quitte à jouer des matchs, tu joues pas n'importe quoi.
Elle a joué la finale double féminin avec sa partenaire habituelle Katerina Siniakova. Bah, elle a gagné contre Iga Swiatek et Bethanie Mattek-Sands de 7-0, 6-4, 6-2. Bon, déjà, tu repars de Paris avec un titre. Bonne journée. Et elle s'est dit, bah, tant qu'à faire, je vais faire ma deuxième finale, simple dame. Alors, dans une finale d'outsider, puisque, comme je l'ai dit, elle n'était pas tête de série, elle a joué contre. Alors, je m'excuse, j'ai du mal avec les noms féminins à Roland Garros. Euh, Contre Anastasia Pavlyuchenkova, qui était tête de série 31e, donc on n'était pas sur malheureusement les têtes d'affiche malheureusement. On n'est pas sur les têtes d'affiche du classement. Après, elles ont tiré leur épingle du jeu, elles ont fait toutes les deux un parcours honorable. Et dans cette finale d'outsider, c'est encore une fois, c'est Barbora qui s'est imposée. Et du coup, le samedi est plutôt rentabilisé avec deux titres à Roland Garros en simple et en double dame. Donc voilà, un parcours assez atypique, une journée assez bien rentabilisée. Et maintenant, on va peut-être plus parler du tournoi simple messieurs. Alors, vendredi, on a fait la présentation de l'Euro, du coup, j'ai pas forcément pu regarder Tsitsipas contre Alexander Zverev. Scénario assez fou, 2-0 pour Tsitsipas, retour à 2-2. Et cinquième set remporté par Tsitsipas au mental. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on va reparler de ce scénario d'ici peu de temps. Black Phoenix, il nous dit c'est fou le tennis féminin, j'ai l'impression que le top 10 il est reset chaque année. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a du mal à se stabiliser. Puis j'ai l'impression que plus que chez les hommes, il y a vraiment des surfaces où il y a des joueuses qui ressortent plus que d'autres. Après, je suis pas un expert en tennis féminin. Déjà, j'avais lâché un peu le tennis, je m'y remets un petit peu maintenant. J'ai profité de la quinzaine. Et c'est vrai que chez les femmes, c'est assez compliqué de dégager une véritable hiérarchie. Du coup, première demi-finale, on vient d'en parler. La deuxième, est-ce qu'on n'aurait pas un scénario d'Oscar? Parce que si tu présentes le scénario du Joko Nadal, on n'a pas un scénario magnifique qui ressort. Ça a été, voilà, pour ceux qui ont eu la chance de regarder le match, alors si vous avez fait le choix de regarder Italie-Turquie, je peux le comprendre. Personnellement, j'avais la chance de pouvoir regarder les deux, l'un sur le téléphone et l'un sur la télé. Ça a été un régal, on va pas se mentir, ça a été un scénario magnifique. Le roi, l'empereur de Roland Garros est tombé. Euh, mais il faut voir contre qui il est tombé aussi, parce qu'on parle souvent de la surdomination de Nadal à Roland Garros, de son palmarès légendaire. Quand on voit le niveau de Djoko sur ce match-là, il y a du monstre sacré. Clairement, je sais que j'ai pas toujours été un fan de Djoko, des fois son comportement m'exaspère, il a un côté un peu diva dans certaines de ses attitudes, mais là, il faut reconnaître que un monstre, un monstre. Les deux joueurs nous ont offert un niveau de jeu assez incommensurablement élevé. Et du coup, Djoko sort vainqueur, et on arrive avec une finale entre tout ce qui est de plus, je dirais, la duel de génération. Djoko avait dit avant le tournoi qu'il allait faire travailler la nouvelle génération. Je pense qu'hier, on en a eu la preuve. Tsitsipas qui nous fait un début de match assez monstrueux, ultra solide, qui mène 2-7-0. On se dit que ça y est, c'est l'avènement, le couronnement j'allais dire, de Stéphanos le Grand, pour faire une métaphore avec un glorieux ancêtre venu tout droit de Grèce, de Macédoine. Et là, Djoko nous sort la carte bestiaire. La même carte que contre Nadal, la même carte que contre Musetti en huitième, je crois. Et là, c'est un autre homme qui est revenu. Alors, on va pas s'adonner à des théories de bas étage, à dire qu'il y a un changement. Je, pour ceux qui ont vu Space Jam, ça me fait penser un peu au vestiaire quand ils prennent la fameuse potion secrète qui est à base d'eau. On a l'impression que le mec il est revenu avec un état d'esprit et totalement différent. Et voilà, Joko nous a fait un retour à l'expérience assez monstrueux. Encore une fois, je ne peux que souligner, je sais que le mot monstrueux revient assez souvent, mais on peut que souligner la grandeur de Joko, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. L'enchaînement troisième, quatrième, cinquième set, c'est de la maîtrise. Il a profité de Tsitsipas qui a sûrement laissé passer sa chance en troisième, clairement. Mais voilà. Alors après, Tsitsipas a avancé plusieurs arguments. Il a mis en doute
le comportement de Djoko avec son retour au vestiaire, c'est autorisé, il l'a fait. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut de l'utilisation de cette pause. Après, Tsitsipas a mis en avant aujourd'hui via un post Instagram qu'il a appris malheureusement le décès de sa grand-mère 5 minutes avant de rentrer sur le Philippe Chatrier. Alors, nul doute que ça a dû rentrer en ligne de mire. Euh, Déjà, si jamais, enfin, c'est pas une question de remettre en cause la véracité de ses propos, mais dans les conditions dans lesquelles apparemment il est rentré sur le court, déjà de prendre 2 sets à un des meilleurs joueurs de l'histoire dans une première finale de Grand Chelem, ça prouve le niveau du mec. Tsitsipas, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire qu'il n'a pas gagné Roland Garros cette année, on n'est pas à l'abri de le voir gagner dans quelques années. Je pense qu'il finira sa carrière avec un petit titre à RG. Donc voilà, Djoko a été impérial, a été grandiose, mais on dit souvent que pour faire un beau match, il faut 2 beaux adversaires. Tsitsipas a été impressionnant, vraiment un régal à voir jouer. Il a un côté caractériel, je trouve qu'il a une fierté, il a un côté orgueilleux quand il joue, c'est assez impressionnant. J'aime beaucoup le personnage. Donc voilà, une quinzaine de Roland Garros qui se termine avec le couronnement d'une légende d'un côté, euh, le sacre d'une inattendue côté féminin qui nous ramène 2 titres, comme on a pu le dire. Voilà, ça donne envie d'être à l'année prochaine et puis de voir aussi la saison sur gazon qui va bientôt commencer avec Wimbledon en ligne de mire. Du coup, on a parlé de l'Euro, on a parlé de Roland Garros, on va parler du troisième événement qui a commencé, même si là il y a eu que 2 matchs. Pour l'instant, on est un petit peu sur du foot, c'est la Copa América. Le Brésil qui a inauguré son tournoi à domicile sur une victoire 3-0 face au Venezuela, pardon. Voilà, pas grand chose à retirer du match. But de Marquinhos sur un corner, un petit peu dans le cafouillage dans la surface, il la pousse, on sait pas trop comment. Neymar qui marque un deuxième but sur penalty, et je crois que c'est Gabriel Barbosa qui met le troisième, qui la pousse à moitié dans le but vide, le gardien ayant anticipé malheureusement une sortie. Donc voilà, Brésil qui gagne sans forcer. Et après, on a eu Colombie-Équateur cette nuit avec une victoire de la Colombie 1-0 sur un but de Mendoza, je crois. Donc voilà, pour l'instant, c'est un tout début. On fera un petit suivi au fur et à mesure des éditions de la Copa América, qui est clairement un tournoi qu'on a tendance à occulter quand on est en Europe, qui n'est pas toujours évident compte tenu du décalage horaire, mais qui est toujours assez agréable à suivre parce que ça nous permet de voir aussi un style de jeu parfois différent. Du coup, foot, c'est fait. Tennis, c'est fait. On va parler NBA parce que ce week-end, il y a eu deux, trois actualités assez chaudes. On va parler déjà de l'équipe surprise. On en a parlé dans le premier live de la fan zone. On en parlait comme un modèle de gestion. C'est les Phoenix Suns qui continuent de surprendre. Cette nuit, ils ont été chercher plus qu'une qualification pour les finales de conférence. C'est carrément une démonstration. Victoire en quatre matchs, alors sachant qu'il faut le savoir en NBA, comme dans tous les autres sports américains, où il y a des systèmes de playoffs sur plusieurs matchs, c'est un best of seven, donc c'est le premier à 4 victoires qui se qualifie. En phase 2, c'était les Denver Nuggets du tout nouveau MVP, on a eu l'occasion d'en parler, Nikola Jokic, qui malheureusement s'est retrouvé tout seul, trop seul du moins, aux Suns qui sont arrivés avec le couteau entre les dents, que ce soit Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton et toute la clique. Et non seulement ça s'est qualifié, mais en plus ça a été chercher une victoire en 4 matchs, 4-0. Donc qualification pour les finales de conférence. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu les Suns en finale de conf, faut remonter à l'époque de Nash et Stoud, je crois, donc ça remonte au milieu des années 2000. Donc vraisemblablement pour l'instant, tout reste encore à déterminer, mais ça sera soit les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George, soit le Jazz de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, toute la clique. On a eu l'occasion eux aussi de les aborder sur le premier live. Donc une finale assez inédite, parce que c'est pas forcément des équipes qu'on a l'habitude à retrouver en finale de conférence. Donc ça permet aussi de faire un petit renouveau en NBA, ça je trouve ça assez agréable. Et côté de la conférence Est, donc ça a déjà bien avancé.
au niveau des demi-finales de conférence, puisque d'un côté, on a les Hawks qui arrivent pas qui butent un petit peu contre Philadelphie, les Philadelphie de Joel Embiid, notamment et Ben Simmons. Philadelphie mène 2-1 dans la série, suite à un match samedi, gagné 127 à 111. Et dans l'autre affiche, celle où il y a peut-être plus de favoris, et en tout cas potentiellement le favori de la conférence Est qui sortira forcément de ce match, Milwaukee qui était très mal embarqué dans sa série contre l'armada des Nets de Brooklyn. Sauf qu'au niveau Brooklyn, en ce moment, il y a un petit karma qui se dégage. Ils ont perdu James Harden, ancien MVP et potentiellement le meilleur scoreur de la NBA à l'heure actuelle. Ils l'ont déjà perdu sur blessure pour quelques matchs. Et hier, c'est la cheville du meneur de jeu, Kyrie Irving, aussi un joueur extrêmement talentueux et extrêmement spectaculaire dans sa maîtrise et ce qu'on appelle le handling, donc le contrôle de balle, qui a laissé une cheville sur le terrain. Donc à voir, pour l'instant, on n'a pas eu plus d'infos, je crois, par rapport à sa blessure, mais vraisemblablement, il peut louper quelques matchs. Et en face, Milwaukee s'est ressaisi. Ils ont saisi l'occasion de gagner le quatrième match, 107 à 96. Donc ça revient à deux partout dans la série. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir une série aller en 7 matchs. Pour les fans de basket, c'est toujours un grand plaisir de voir une série en 7 matchs, parce qu'évidemment, le septième match a toujours un côté assez titanesque dans l'approche. Euh, Black Phoenix qui me dit pas le droit à l'erreur pour les Clippers cette année, les Bucks par défaut ça serait moche. Alors les Clippers, j'ai tendance à croire que c'est l'année ou jamais, parce que vu leur équipe, je pense que le duo Kawhi Leonard Paul George ne souffrirait pas un nouvel accro. Et les Bucks, je pense que même par défaut ça reste une équipe solide, mais en tout cas à force à peu près égale, on a bien vu que les Nets étaient au-dessus. Donc ça reste à voir, ça reste à confirmer. Mais je pense que la série est loin d'être terminée. Petit point NHL, alors même si je sais que c'est pas forcément le sport qu'on a eu plus le temps de développer, mais on y reviendra. Euh, côté Est, les premières finales de conférence ont commencé hier avec une victoire d'Islanders de New York, une des deux équipes de New York, l'autre étant les Rangers, euh, au Tampa Bay Lightning, victoire 2-1 avec une réduction du score assez tardive sur un but de Braden Point. Dans l'autre match, de l'autre côté, pour l'instant, la finale de conf à l'ouest entre les Canadiens de Montréal, évidemment, équipe la plus francophone de la NHL, qu'on a toujours tendance à vouloir supporter, parce que je conseille pour tous ceux qui ont l'occasion de regarder les commentaires de la télé québécoise, que ce soit sur TVA ou sur Réseau des Sports, c'est toujours un régal à écouter. Et puis en face d'eux, la toute nouvelle équipe entre guillemets des Golden Knights, les Chevaliers Dorés de Las Vegas, qui ont 3 ou 4 saisons d'existence et déjà un titre. Highlander, c'est pas le pélo qui coupe des têtes. Alors, ça serait plutôt les insulaires de New York si on fait la traduction française. Je suis désolé pour mon accent. Ouais, je suis Highlanders. Euh, les Islanders de New York. Et Highlander, évidemment, on embrasse Duncan MacLeod qui, du haut de son immortalité, nous contemple. Adrian Paul, tu nous manques. Christophe Lemaire aussi. Et du coup, on va finir sur un petit point. Il n'y a pas eu de Formule 1, il n'y a pas eu de WRC ce week-end, il n'y a pas eu de MotoGP. On va faire un petit point Romain Grosjean. Euh, Évidemment, Romain Grosjean, légende du sport auto français. Alors, je vais juste faire une petite capture de l'écran, ce sera plus simple pour suivre. Petite photo postée par Romain Grosjean. Alors, vous allez dire, il a l'air tout beau, tout souriant. Euh, Romain, pour ceux qui ont suivi l'histoire, Romain Grosjean a eu un gros accident l'année dernière dans son dernier Grand Prix historique en F1. Il a été prisonnier des flammes pendant 27 secondes. Je pense que vous avez tous vu à peu près entendu parler de l'histoire, sinon vu les images. Et Romain, il a eu un début d'incendie hier en IndyCar. Donc IndyCar, c'est le championnat de monoplace nord-américain. Lors du Grand Prix de Détroit, il a sa voiture qui a pris feu, un tout petit début de feu. On est loin du brasier du Grand Prix de Bahreïn l'année dernière. Et Romain, voilà, Romain, c'est le mec, il a sa voiture qui prend feu, là où normalement vous fuyez, parce qu'il y a des commissaires de piste qui sont là pour ça. Lui, il a été chercher un extincteur, il a commencé à éteindre le feu. Un bon mec, il est habitué. Euh, il a suffisamment fait preuve d'autodérision sur Twitch par rapport à ça. Je pense il a un recul incroyable par rapport à son incident, son incendie du Grand Prix de Bahreïn.
Donc Romain, voilà. Donc Romain, il a pris une petite photo sur Insta. Alors pour ceux qui ont pas forcément l'œil ou qui n'ont pas fait gaffe, le t-shirt c'est juste les pompiers de Détroit qui lui ont filé. Parce que voilà, c'est le genre de mec, Romain, il aime bien éteindre les feux, hein, il conserve une petite expérience. Donc en tout cas, je trouve c'est une personnalité un peu plus sympathique et qu'on ne peut qu'apprécier. Du coup, voilà, on va stopper l'actualité. Il y aura évidemment d'autres points abordés, mais pour les amoureux de foot, je sais qu'il y a un palpitant Pologne-Slovaquie qui va commencer. On a eu l'occasion d'en parler. Il s'agirait d'aller voir tonton Robert faire du sale. Donc, on va se quitter là. Donc, je le rappelle, évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore pris en compte les nouveaux réseaux, enfin les réseaux sociaux, page Instagram que j'essaye d'alimenter le plus souvent possible, le compte Twitter où on partage un petit peu les commentaires sur les différents événements sportifs, les VOD de chaque stream qui sont dispo sur YouTube. Il y a juste celui sur l'Euro que j'ai pas pu faire parce qu'il y a eu un petit souci de capture qui fait qu'il est inexploitable. Et voilà, une petite page Facebook aussi qui a été mise à disposition avec le même intitulé que sur YouTube, là plus loin zone. Donc je vous laisse le soin d'aller, pour ceux qui veulent, aller alimenter, inonder de likes les différents comptes, ça fera toujours plaisir. Nabilon Fekir qui arrive, t'es toujours à la bourre, gros. En 11 piges, t'as pas changé, t'arrives toujours à la bourre. Et bonsoir, jeune Gourgandin, toi aussi. Du coup, voilà, on va se laisser là pour aller profiter du match. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui sont venus faire un petit coucou sur le stream, c'est toujours un régal. Nabilon Fekir, vu que tu as eu la gentillesse d'arriver à la bourre, tu me feras plaisir d'aller voir la VOD sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Salut les gars.